Bienvenue à tous, ici Gia. J'espère que ça va pour vous. Avant de commencer la vidéo, et détournez pas ce que je vais vous dire parce que bien sûr que je préférais que ma chaîne n'existe pas, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait plus de meurtres et plus d'injustice dans le monde, mais malheureusement il y en a encore, et en tout cas, il y a un truc qui m'a manqué pendant ces mois d'absence, c'est nos communications sous les vidéos. Énormément. Tous les petits commentaires qu'on s'envoie pour donner notre opinion, nos théories, tout simplement parler, se donner des nouvelles, etc. Ça m'a énormément manqué. J'ai des abonnés qui sont récurrents depuis le début de la chaîne et tous vos petits commentaires m'ont énormément manqué et je voulais que vous le sachiez. J'ai pas pu répondre à tous les commentaires cet été parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai eu quelques petits problèmes de santé. En plus de ça, j'ai dû organiser le déménagement de ma fille. À côté de ça, j'ai pris un tout nouveau boulot. J'y suis encore, mais c'est très compliqué. Donc du coup, j'ai dû me déconcentrer de YouTube pour me concentrer sur le reste. Et donc malheureusement, j'ai répondu à quasiment aucun commentaire. Mais en tout cas, j'ai pensé à vous tout l'été. Tous les petits commentaires qu'on s'envoie, je trouve que ça donne une autre dimension à la communauté qu'on est en train de créer. On échange réellement et c'est quelque chose auquel je m'attendais pas trop et je trouve ça trop cool. J'espère en tout cas que votre été à vous s'est bien passé, que vous avez bien rigolé, que vous en avez bien profité, que vous vous êtes reposé un maximum, que vous êtes prêts pour une nouvelle année. Pour ceux qui ont des petits loulous, que votre rentrée s'est bien passée. Pour ceux qui n'ont pas de petits loulous, que la vôtre de rentrée s'est bien passée et que vous êtes prêts et tout pimpant pour une nouvelle année. Après, vous emballez pas dans les commentaires, hein, je vous le dis, l'été a pas été simple, mais je suis pas, tout va bien. Je veux dire, regardez, j'ai le sourire, je suis contente de vous retrouver, je vais quand même au travail, ma fille va bien, tout va bien. Donc voilà, c'est vrai que ça va être un peu compliqué en ce début d'année. Comme je vous l'ai dit, les vidéos seront peut-être pas récurrentes tout le temps. Il y aura forcément des moments où je ne pourrai pas tourner, mais je vais tout faire pour qu'elles le soient et peut-être que je tournerai des vidéos en avance pour vous les sortir au moment où je pourrai pas tourner de vidéo. Je vais peut-être changer de jour aussi, donc si vous avez des avis, mettez-les moi dans les commentaires. Si vous avez un jour que vous préférez dans la semaine, j'hésitais réellement sur le mercredi, parce que c'est vrai que le vendredi, du coup, ça bloque un peu certaines personnes pour regarder la vidéo, ils sont en soirée, etc., etc. Du coup, on peut moins communiquer sous les commentaires. Voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que je décalerai pas le jour pour qu'on ait le temps de blablater un peu sous les commentaires, éventuellement de faire des lives pour pouvoir échanger sur les vidéos après leur sortie? Voilà, c'est des idées que j'évoque, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Bon, trêve de blabla. Maintenant, si vous êtes prêts, c'est parti. Penchons-nous sur la terrible, l'horrifiante histoire de Charles Albright. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler d'une horrible histoire. Généralement, on dit souvent que les tueurs en série, les meurtriers, ont une enfance misérable, difficile, avec une très mauvaise éducation. Et donc on dit que l'enfance impacte le tueur. Là, on va parler d'un cas où la personne a eu une enfance normale, avec deux parents presque normaux et une éducation d'enfer. Réellement, il a été couvé, choyé, éduqué, il était très intelligent et pourtant de toute cette intelligence, il va en faire un truc abominable. On va parler de deux parents au destin injuste, puisqu'à la base, ils ne devaient pas avoir d'enfants, ils en ont adopté un. Sa maman l'a éduqué au mieux possible, l'a ouvert à la curiosité, l'a ouvert à la science. Et pendant que elle l'ouvrait à la science, lui s'ouvrait à la curiosité morbide. Une différence qui va faire naître une passion étrange et par la suite un monstre. Et pour commencer cette histoire, je vais vous mettre un peu dans le contexte. On est à Dallas en 1990. Dallas, à ce moment-là, c'est pas du tout le paradis, je peux vous le dire. C'est le why de partout. Il y a des gangs, il y a de la violence, il y a du crack dans les rues de partout. Il y a des prostituées de partout, et pas des prostituées en bonne santé, c'est des prostituées qui sont droguées, qui vont faire une passe pour pouvoir se payer leur dose, consomment leur dose, redescendent et y retournent. Les clients qui sont attirés par ce genre d'endroit, c'est des gens qui sont violents, c'est des gens qui sont dangereux, qui sont eux aussi drogués. Vous vous imaginez un peu le Dallas à ce moment-là et les quartiers de Dallas, comment c'était, et en particulier un quartier qui s'appelle Oak Cliff, et c'est là où on va aller aujourd'hui. Dans ce quartier, c'est tout ce que je viens de vous dire, il est concentré. Donc c'est-à-dire les gangs, la violence, il n'y a que ça. Il y a des filles de partout, de la drogue de partout, il y a de la violence de partout, et en moyenne, il y a 2 meurtres par jour, vous imaginez. C'est une des villes les plus dangereuses des États-Unis en 1990.
Et c'est à cette époque et dans ce climat de violence que Charles Albright va pouvoir opérer tranquillement, parce qu'à cette époque, partir avec une fille, tout le monde le fait, donc il passe vraiment incognito. Et quand les filles commencent à disparaître, vu le métier qu'elles font, les gens se disent qu'elles ont possiblement changé de vie, c'est-à-dire qu'elles ont arrêté leur métier et qu'elles sont parties dans une nouvelle vie pour tout recommencer à zéro, ou alors qu'elles ont fini par mourir à force de se droguer. Personne s'en inquiète, je vous le dis, Dallas, c'est n'importe quoi en 90. Charles Albright naîtra le 10 août 1933 à Amarillo, au Texas. Il va être adopté à l'âge de 3 semaines par Frederick Albright et Dale Albright, deux parents qui ne pouvaient pas avoir d'enfants et qui veulent lui donner tout leur amour. Son papa était agent immobilier et sa maman était institutrice. Donc comme je vous l'ai dit, l'enfance de Charles va très bien se passer. Il a une maman aimante mais un peu surprotectrice et un papa qui travaille beaucoup mais passe du temps avec son fils. On va parler de Dale maintenant. La maman de Charles est très surprotectrice, comme je vous l'ai dit, mais à un point où elle prévoit les choses avant qu'elles se passent. C'est-à-dire qu'en tant que maman, elle sait que certains enfants ne supportent pas le lait de vache. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va acheter une chèvre, la mettre dans son jardin, et Charles ne boira jamais de lait de vache de sa vie. Pour éviter les réactions, il va être élevé au lait de chèvre. Elle va lui faire l'école à la maison, et elle va tellement bien lui apprendre qu'il va sauter 2 classes. C'est un petit garçon très très malin et très intelligent. À côté de ça, elle lui fera faire 30 minutes de piano par jour, elle lui apprendra à peindre. Bref, c'est une maman très contrôlante mais très aimante. Par contre, là où elle va un peu bugger, et ça j'ai pas compris, à mon avis je pense qu'elle voulait une fille au fond d'elle et qu'elle a eu un garçon, donc peut-être que la frustration a fait que, mais en tout cas elle offrait des poupées à Charles et elle l'habillait en fille. Donc en soi qu'elle lui offre des poupées, y a pas de mal, j'ai connu plein de petits garçons qui jouaient à la poupée avec des poussettes, c'est normal. Par contre, qu'elle l'habille en fille, voilà quoi, elle lui mettait des robes, on n'était pas loin de la perruque et des couettes quoi. Donc voilà, donc ça c'est une des particularités de Dale. Il y a eu aussi des rumeurs, mais ça n'a pas été confirmé par Charles, donc ça restera une rumeur, mais je vous l'ai dit quand même. A priori, Dale, quand Charles était petit et qu'il ne voulait pas finir son biberon, elle l'attachait à son lit. Autre anecdote, quand il était pas sage, elle l'enfermait dans une pièce et elle le laissait pendant des heures. Donc ça reste des anecdotes qui sont sorties après l'arrestation de Charles quand il avait plus de 50 ans. Mais voilà, on ne peut pas savoir si c'est vrai ou pas, Charles n'a pas confirmé, donc ça reste des rumeurs. Mais bon, s'il a vraiment grandi dans un climat avec une maman contrôlante et aimante, parce qu'elle lui apprenait beaucoup de choses, mais qui, à côté de ça, l'habillait en fille, le traitait comme une fille, le maltraitait en l'attachant à son lit et en l'enfermant dans une pièce, voilà, ça peut expliquer qu'il y a eu des comportements déviants après quoi. Mais à côté de ça, Charles était très heureux chez papa et maman, il avait un papa aimant, une maman aimante, il adorait apprendre des choses avec sa maman, il était très éveillé et très malin. Et une autre anecdote, celle-là qui est plutôt rigolote que j'ai trouvée sur Charles, c'est quand il était petit, mais quand je vous dis petit, il avait 4 ans, le gamin, dès que sa maman et son papa avaient le dos tourné, donc ils étaient soit à la maison, soit ils s'étaient absentés quelques minutes, Charles courait vite jusqu'au petit portillon et il embrouillait des adultes, donc ses voisins, des passants, pour qu'ils lui fassent passer la barrière. Donc on ne sait pas ce qu'il leur disait, mais il arrivait à manipuler des adultes pour pouvoir s'escape de chez lui quoi. On va pas se mentir, c'était plutôt intelligent pour un gamin de 4 ans. Il a réussi à faire du charme aux adultes pour arriver à se barrer de chez lui. Je sais pas comment il a fait ça. Et bien qu'il ait été traité comme un roi par ses parents, il y a tout de même une autre bêtise qu'ils ont fait. Ils lui ont dit que sa mère biologique était une prostituée. Sauf qu'ils vont lui apprendre à détester, entre guillemets, les prostituées. Et ça, malheureusement, comme on le verra plus tard, ça va avoir un énorme impact sur la vie de Charles. Côté activité, à 10 ans, Charles va avoir son premier fusil. Cherchez pas, c'est les États-Unis, c'est normal. T'as un gamin, il a 10 ans, il a une arme, tout va bien. Donc Charles, avec son arme, allait tirer des lapins, des oiseaux, des écureuils. Et de cette passion-là, en est née une autre. C'est-à-dire que quand il avait 11 ans, sa mère l'a retrouvé en train de faire du mal à un animal. Il était en train de le découper et de lui faire plein de trucs bizarres. Donc sa mère s'est dit, bon peut-être que mon fils a besoin de savoir ce qu'il y a à l'intérieur des animaux. Peut-être que c'est de la curiosité scientifique. Donc je vais le mettre à la taxidermie, je vais lui apprendre ce qu'il y a à l'intérieur des animaux, comment les conserver, les faire tout beau et les avoir pour toujours. En soi, ça aurait pu être une bonne idée. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que Charles faisait ça vraiment par curiosité scientifique pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur des animaux et comment le corps humain fonctionnait ?
Ou alors ce qu'il aimait en réalité c'est la violence qu'il infligeait aux animaux, les voir souffrir, et là c'est une autre paire de manches. C'est soit c'est un petit scientifique en herbe, soit un violent en puissance quoi. Et malheureusement on sait ce qu'il va devenir. Donc Dale, la maman et Charles vont se mettre à la taxidermie ensemble, ils vont travailler sur des oiseaux, des rongeurs, tous les animaux qui leur passent par la main ils vont les prendre et les empailler clairement. Sauf que Dale et Frédéric n'étaient pas très riches, on est en 1940-45, les yeux de verre ça coûte la peau des fesses. Donc au lieu de lui acheter des yeux de verre, ils vont remplacer les yeux par des boutons. Dale va donner des boutons à son fils pour qu'à la place des yeux, il mette des boutons. Et là, on va se demander si c'est pas là que le délire avec les yeux a commencé pour Charles, parce que c'est comme si ses œuvres étaient parfaites. Il y passait vraiment du temps. Il y passait énormément d'amour dedans. Et du coup, je pense que de voir ses œuvres, entre guillemets, finies, mais mal finies, avec une imperfection, ça a peut-être créé quelque chose de bizarre chez Charles. Et donc, il a tapé un délire avec les yeux. Je sais pas comment vous dire ça autrement, mais pour moi, c'est ça qui s'est passé. Le fait qu'il n'ait pas eu ses yeux de verre et qu'on lui ait remplacé par des boutons, ça a créé quelque chose en lui, comme s'il allait vouloir remplacer les yeux qu'il n'avait pas eu quand il était petit. Toujours est-il que du jour au lendemain, il va dire à sa mère qu'il veut arrêter la taxidermie. Donc il va arrêter de travailler sur les animaux avec sa mère. On ne sait pas s'il a continué sur d'autres animaux, s'il n'a pas évolué entre guillemets et qui serait passé d'oiseau et rongeur à par exemple chat et chien sans sa mère. On n'en sait rien, mais en tout cas il va lui dire qu'il veut arrêter. Pour continuer sa vie, à 13 ans, il va être arrêté pour agression aggravée. Il a 13 ans, le gamin, il a agressé un autre gamin. Mais voilà, il est jeune, donc il n'aura pas de prison, on va juste lui taper sur les doigts, lui dire tu recommences pas, et c'est fini quoi. À 14 ans, là on va continuer sur l'éducation de l'enfant roi. Ses parents vont lui acheter une maison. À 14 ans, Charles devient propriétaire, c'est-à-dire qu'il va quitter ses parents et habiter dans sa propre maison. Bien sûr, avec autant de liberté, à 15 ans, il va vouloir goûter aux joies charnelles, et donc il va s'offrir une prostituée qui au passage va lui refiler des morpions. Alors vous me direz comment ça se fait qu'il allait voir une prostituée, étant donné que sa mère l'a ligué contre les prostituées depuis sa naissance. On n'en sait rien, peut-être et certainement la facilité, mais toujours est-il que pour une première fois, il y a mieux. À 15 ans toujours, la police va débarquer chez Charles parce qu'il a volé 380 $. Ne me demandez pas pourquoi, me demandez pas où, j'ai pas trouvé l'info. Par contre ce que je sais c'est qu'ils vont débarquer chez lui et qu'ils vont trouver un fusil de chasse, des armes. Alors il n'avait pas le droit de les avoir ces armes. Bien sûr, aux États-Unis, on a le droit d'avoir des armes, mais il y a des lois, des règles et des façons de faire. Et il n'avait pas respecté la procédure. Donc pour ça, on va lui donner 2 ans de prison. Sur ces 2 ans de prison, il va en faire que 6 mois. Et prison ou pas, à 17 ans, il va réussir à rentrer à l'Arkansas State Teachers College pour aller en médecine. Le but de Charles, c'est de devenir, vous l'aurez deviné, chirurgien. Ça rejoint l'idée de voir ce qui se passe à l'intérieur des corps, ça l'a toujours intéressé, et là, il va donc en faire son métier. Ça, c'est l'idée de base, c'est ce qui aurait dû se passer. Mais vous allez voir que le comportement de Charles va complètement dérailler. Par exemple, Charles va rentrer dans les dortoirs des filles pour les prendre en photo nues. Il va se faire avoir, mais il ne sera pas renvoyé. Encore une fois, on va lui taper sur les doigts, lui dire « tu recommences pas » et c'est fini. Après ça, il va faire une autre bêtise, une blague en théorie. Il avait un ami qui s'appelait Andrew, qui avait une petite amie, et malheureusement, Andrew et sa petite amie se sont séparés. Andrew, il est en colère, il était pas bien, donc il a pris les photos de lui et de sa petite amie et il les a jetées à la poubelle. Là-dessus, Charles, qui je le rappelle, était l'ami d'Andrew, donc ce qu'il va faire, c'est vraiment chelou. Il va aller récupérer les photos de Andrew et de sa copine, il va découper tous les yeux de la copine de Andrew et il va les coller de partout, dans les dortoirs, dans les toilettes, dans les salles de bain communes, de partout. Donc Andrew, à un moment, il va rentrer dans le dortoir, dans les salles où ils sont censés être en mode repos et détente. Et là, il va voir des yeux de son ex-petite amie collés de partout sur le mur. Alors honnêtement, oui, c'était censé être une blague, mais je vois pas où est la blague. Je trouve ça plutôt glauque en réalité. C'est dégueulasse, son pote il vient de se séparer de sa petite amie, il est pas bien, faire une blague comme ça, faut être tordu quoi. Et encore une fois, on voit un rapport avec les yeux, c'est des yeux qu'il a découpés pour les mettre sur les murs. Il y a toujours un rapport avec les yeux, avec Charles, et ça va le suivre vraiment toute sa vie. On arrive maintenant à la vie de Charles en tant qu'adulte. On est en 1953, Charles a 20 ans, et il va rencontrer à l'école, donc à la faculté, Betty Nestor qui a le même âge.
Ils vont se mettre ensemble et un an plus tard, le 27 décembre 1954, Charles va épouser Betty. Ce qu'on sait de leur vie de couple, c'est qu'ils vont rester un sacré paquet de temps ensemble et qu'ils vont même avoir une fille dont malheureusement je n'ai pas trouvé le prénom. Charles va essayer d'avoir une vie normale et il va donc s'occuper de sa femme, de son enfant et enchaîner les petits boulots. Il va être fabricant de battes de baseball, illustrateur, professeur de biologie et entraîneur à la Crandall High School, mais il va pas être regardé parce qu'on va se rendre compte qu'il a fait un faux diplôme. Il va être aussi concepteur, il aura un emploi où il fera l'entretien des avions. Malheureusement pour Charles, il dira qu'il s'ennuie dans tous ses emplois. Ça, c'est vrai que c'est un point commun avec les gens qui sont soit trop intelligents, soit trop débrouillards, ou alors qui ont grandi trop vite. Malheureusement, ils ont tendance à s'ennuyer extrêmement facilement, et c'est le cas de Charles. Donc il change tout le temps d'emploi. À 24 ans, donc en 1957, il va encore être accusé de vol, mais va encore s'en sortir. Je vous dis, Charles a beaucoup de chance. Et là, on est toujours en 1957, Charles est censé finir ses études. Et là, il va faire une énorme bêtise. Il va falsifier son diplôme de fin d'année. C'est-à-dire qu'il a eu un B, il va se mettre un A, et il va se donner le diplôme de médecine. Donc il est faussement diplômé de médecine. Bravo Charles. Là, cette fois, il se fera attraper et sera condamné à 3 ans de probation, mais il n'y a pas réellement eu de suite non plus, quoi. On est maintenant en 1965. Charles a 32 ans et ça y est, pour Betty, la coupe est pleine, elle en a marre. Il a été attrapé pour vol, il a falsifié son diplôme, elle a certainement eu vent des histoires, des photos des yeux de la copine d'Andrew, son copain de fac. Bref, il n'est pas franchement stable comme garçon, elle en a marre, elle décide de se séparer de Charles, elle prend la gamine et ciao Charlie. Pour l'instant, ils ne sont pas divorcés, ils sont juste séparés, mais Charles va bel et bien se retrouver tout seul et il va continuer toutes ses bêtises. Par exemple, 6 ans après la séparation avec Betty, en 1971, quand il a 38 ans, il va falsifier un chèque de banque et être attrapé et avoir encore une peine. On est maintenant en 1975, ça fait 10 ans que Charles et Betty sont séparés et Betty va demander le divorce. Et donc le divorce sera déclaré cette année-là. Ça fait un sacré paquet de temps qu'ils sont plus ensemble. Leur fille a 21 ans. Charles n'est pas du tout impliqué dans sa vie, il la voit à peine. Donc Betty, elle en a marre, elle arrête tout, divorce et on n'en parle plus. Donc Charles va continuer sa vie, bien sûr, comme si de rien n'était. En 1979, à 46 ans, il va être arrêté pour vol, un vol de parfum à Dallas. Et quand il va se faire arrêter, il va expliquer qu'en fait il a une nouvelle petite amie, mais qu'en ce moment il n'a pas beaucoup de moyens et qu'il a l'habitude de faire des cadeaux à ses petites amies. Donc pour lui c'était normal de venir dans un magasin, de se servir en parfum et de se barrer sans payer. Voilà, c'est comme ça qu'il va expliquer son vol. En 1980, donc un an plus tard encore, il va se faire arrêter pour un vol de scie et cette fois il va faire une petite peine de prison. À ce moment-là, Charles a 47 ans. L'âge de raison a sonné depuis un sacré moment et pourtant il s'est toujours pas arrêté de faire des bêtises. Et comme on va le voir maintenant, il va pas s'arrêter, il va même les augmenter. Parce que malheureusement pour lui, en 1981, donc à l'âge de 48 ans, il va y avoir un nouveau déclencheur dans sa vie. Sa maman adoptive, Dale, va décéder. Donc vu qu'elle a toujours été là pour lui, qu'elle lui a appris beaucoup de choses, ils sont extrêmement proches, ça va créer un petit vide, un gros vide dans la vie de Charles et il va pas être très bien. Forcément, le décès de sa mère, ça le déglingue un peu, ça le perturbe et il va se mettre en tête d'essayer de retrouver sa mère biologique, donc la femme dont on lui a parlé très mal toute sa vie. Et vu qu'il va essayer de la retrouver et qu'il ne la retrouvera pas, sa maman biologique, on se demande si ça l'aurait pas un peu perturbé encore plus et que ça lui aurait pas donné une haine supplémentaire envers les prostituées. En tout cas, c'est à ce moment-là que Charles va complètement dérailler. Et là, on va en arriver au passage très sombre de la vie de Charles. Il a maintenant 51 ans, sa maman est décédée depuis 3 ans, on est en 1984 et Charles va être accusé d'agression intime sur une petite fille de 9 ans. Cette petite fille, il la connaît parce que c'est la fille d'un de ses copains de paroisse. En fait, il va à l'église, il s'est fait des potes et en l'occurrence, cette petite est la fille de son pote d'église. Donc, il va régulièrement chez eux. Il va même garder des enfants du quartier, tellement il est bien vu. Charles, à cette époque-là, je veux dire, il est en contact avec tout le monde. C'est un mec passe-partout. On le dit charmant, intelligent, bienveillant. Il n'y a pas de problème avec Charles. Donc, la petite, il va réussir à l'agresser et il va nier son acte. Il va nier les faits, mais il va quand même plaider coupable, entre guillemets, pour arranger tout le monde et éviter les histoires. C'est ce qu'il dira.
Donc malheureusement, vu qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de preuve réelle, personne n'a chopé Charles en train d'agresser cet enfant. Donc du coup, malheureusement, il va passer encore une fois à la trappe. Je vous le dis, il a vraiment de la chance. Et il n'aura pas de peine pour cette agression-là. Et là, on va avoir une petite pensée pour la victime, parce que sérieusement, c'est dégueulasse. On va passer 5 ans, et on va arriver en 1986. Et là, il va y avoir un nouveau déclencheur dans la vie de Charles. Son papa, Frédéric, va décéder, et Charles va être comme libre. Il va déménager avec sa petite amie à Austin. Il a hérité de 100 000 $ depuis le décès de ses deux parents. Et pourtant, il va lobotomiser sa petite amie qui s'appelle Marie pour qu'elle travaille et qu'elle aille entretenir Charles. C'est-à-dire que lui ne débourse pas un sou. Et c'est tout sa petite amie qui paye alors qu'il a 100 000 €, 100 000 $ sur un compte. Voilà, c'est complètement illogique, mais je vous dis, il était tellement charmant, tellement manipulateur, tellement intelligent qu'il faisait faire ce qu'il voulait à tout le monde. En même temps, comme on dit, l'amour ça rend aveugle, voire, je vais pas dire le mot parce qu'on est sur YouTube et les gros mots sont interdits, mais voilà, l'amour ça rend. On arrive en 1988 et Charles à ce moment-là a 55 ans. Il va se passer quelque chose à Austin et ça ne va pas être prouvé à 100%, donc Charles va s'en sortir, mais il y a une prostituée de 30 ans qui s'appelle Rhonda Bowie qui va être poignardée. Il y avait un lien avec Charles, mais il n'y a pas de preuve, il n'y a rien du tout, donc Charles va s'en sortir. On va arriver en 1990 et il y a 2-3 anecdotes qui vont nous en dire un peu plus sur Charles et son état d'esprit. Par exemple, en 1990, donc, Charles va se mettre à dessiner des corps de femmes nues et mutilées, donc vraiment glauque, très très sombre, et il n'avait jamais fait ça avant. Un autre détail qu'on va apprendre sur cette année, il va se mettre à tondre sa pelouse en sous-vêtements. Donc c'est-à-dire que ses voisins, vous voyez leurs voisins en slip, en train de tondre la pelouse, tranquillou bilou, tout va bien dans le meilleur des mondes. Le gars, il a complètement changé de comportement. À la base, c'était quelqu'un qui était connu dans le quartier pour être quelqu'un de souriant, aimable, tout à fait normal, dans la norme. Et là, le mec, il se met à dessiner des femmes mortes et à tondre en sous-vêtements. Ça commence à faire beaucoup là. Ça devient bizarre. À mon avis, Marie, elle a dû s'inquiéter parce que sa relation avec Charles, elle va y mettre fin. Et Charles et elle vont se séparer donc. Mais Charles va très vite rebondir, il va rencontrer une nouvelle demoiselle qui s'appelle Dixie et ils vont redéménager à Dallas, donc à Oak Cliff. À ce moment-là, Charles est menuisier, on dirait qu'il s'est stabilisé et pourtant on va voir que c'est absolument pas le cas. On va se remettre dans le contexte. On est en 1990, Charles a 57 ans, il vit avec Dixie à Dallas dans le quartier de Oak Cliff. Il est connu pour être très souriant, aimable, charmant. Comme je vous l'ai dit, il est redevenu un petit agneau aux yeux de tout le monde. Il est tellement bien avec les gens qui gardent les enfants du quartier, malgré ce de quoi il a été accusé. On dit de lui qu'il est serviable, patient, gentil, attentionné, intelligent. Voilà, on le décrit comme quelqu'un de très bien à cette époque-là. Je vous rappelle aussi le contexte de Dallas à cette époque-là, donc c'est-à-dire gang, crack, prostitution, violence, meurtre, voilà. Je vous remets dans le contexte, ça va être super important. Charles a pris l'habitude de traîner avec un groupe de gars qui font du softball, donc à Dallas. Et tous ces gars de cette équipe sont souvent dans les forces de l'ordre, c'est-à-dire qu'il y a des policiers, il y a aussi un médecin légiste, et ce médecin légiste aura beaucoup à dire sur Charles. Et justement, ce médecin légiste aura une anecdote sur Charles, une fois qu'on saura tout ce qu'il a fait. Il dira qu'il a eu de très longues conversations avec Charles quant aux méthodes qu'il allait utiliser pendant ses autopsies. C'est-à-dire que parfois, Charles voyait qu'il y avait un corps qui avait été retrouvé ou alors qu'il y avait une enquête qui allait se déclarer, une autopsie qui était demandée, et il allait voir le médecin légiste et lui poser tout un tas de questions sur les procédures qu'il allait utiliser, les outils, voilà, comment il avait prévu de faire son travail. Et il parlait avec précision des muscles, des tendons, des placements des organes, de la façon de faire, de la procédure. Vraiment, on voyait qu'il connaissait son sujet sur le bout des doigts et il a même bluffé le médecin légiste parce que le médecin légiste savait qu'il était menuisier et pas médecin et qu'il n'arrivait pas à comprendre comment Charles avait toutes ses connaissances. Il était bluffé. Là, à ce moment-là, on dirait presque que Charles se met en compétition avec le médecin légiste et qu'il veut lui montrer que « T'as vu, moi aussi je sais où c'est un tendon ». Mais c'est pas très discret de sa part, je trouve, avec ce qu'il a l'intention de faire. Voilà, moi personnellement, je l'aurais... Mais en tout cas, ça a marché, étant donné que le médecin légiste se souvient encore de Charles. Une autre anecdote, ce sera avec le groupe de softball, justement. C'est-à-dire qu'un jour, ils sont là, tranquillement, après l'entraînement, à parler, rigoler ensemble, enfin, c'est la fin de l'entraînement, quoi, ils sont posés. Et il y a une voiture qui passe avec 2 filles dedans.
Là, les copains de Charles commencent à le chambrer. Allez, t'es le seul d'entre nous à être célibataire, va leur parler. Parce que les filles passaient régulièrement devant les gars en rigolant, en les regardant, en leur faisant des petits signes. Donc les copains à Charles ont commencé à le chambrer. Et là, Charles a complètement changé de comportement. Il s'est raidi, il a changé de visage, son visage s'est fermé. Il a regardé ses potes et super énervé, il leur a dit « Je sais que ce sont des ce sont des et j'aimerais toutes les tuer. » Là, ses potes ils se sont arrêtés, ils l'ont regardé, ils ont un peu choqué. Charles a tourné les talons et est parti sans dire un mot de plus. Bizarre comme comportement, on va être d'accord là-dessus, je pense. Et à l'entraînement d'après, Charles va tout simplement se pointer, tout sourire. Salut les gars, comment ça va? Excusez-moi pour la fois dernière, je suis désolée, je me suis un peu emballée, mais il s'avère que ma maman était une prostituée, ma maman biologique, et du coup je déteste les prostituées. Mais vous inquiétez pas, je m'énerverai plus jamais comme ça. Bien sûr, ses potes de softball vont pas en faire tout un pataquès, ils vont faire comme s'ils avaient oublié l'histoire, mais ce sera pas vraiment le cas, ils vont s'en souvenir parce qu'à ce moment-là, le comportement de Charles a changé en une seconde, c'était plus le même, et ça les a choqués. C'est donc ça, la vie au moment du début des meurtres connus de Charles. Il est avec Dixie. Dixie ne sait absolument pas qu'elle vit avec un futur tueur en série. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend la pauvre. Nous sommes le 13 décembre 1990 quand les policiers vont faire une macabre découverte. Ils vont découvrir le corps de Marie-Lou Pratt, qui était une travailleuse du sexe de 33 ans, et ils vont la retrouver à moitié nue dans une position vraiment avilissante. Ça va les choquer. Marie vivait encore chez ses parents qui n'avaient aucune idée de son activité nocturne, bien entendu, et donc ce jour-là, elle est sortie pour travailler. Quand ils vont découvrir le corps de Marie, elle était quasiment au milieu de la rue, elle était quasiment sur la route en réalité. Elle était allongée sur le dos, avec les jambes écartées au maximum. On avait relevé son chemisier, il lui restait seulement son soutien-gorge, tout le bas avait été enlevé. Et c'est comme si, les policiers le diront après, elle avait été exposée pour que la première sensation qu'on ait quand on arrive et qu'on voit Marie comme ça, ce soit le choc. Et ça a fonctionné parce que les policiers ont été choqués de la scène, choqués de la position du corps de Marie et ils l'oublieront jamais. À première vue, on voyait qu'elle avait été gravement battue. On se doutait qu'elle avait reçu une balle dans la tête, mais bien sûr, il fallait aller chez le médecin légiste pour confirmer tout ça. Et à côté de son corps, il y avait un préservatif encore emballé. Donc là, on va prendre le corps de Marie et l'emmener chez le docteur Peacock, le médecin légiste de la ville de l'époque, qui va donc commencer son autopsie. Le docteur Peacock statuera que la pauvre Marie s'est pris une balle à l'arrière de la tête, qu'elle a été battue et qu'elle n'a pas été tuée là où on a retrouvé son corps, elle a été tuée ailleurs et déplacée et mise exprès dans cette position des plus glauques et des plus avilissantes pour Marie. Et en continuant l'autopsie, il va se passer quelque chose d'inattendu. En avançant dans l'autopsie, le docteur Peacock va ouvrir les yeux de Marie et là, elle va avoir un choc parce qu'il n'y a plus les globes oculaires dans leur cavité. Donc là, elle s'y attendait pas parce que vraiment, le travail a été tellement bien fait que une fois que les paupières étaient fermées, on ne voyait pas qu'il manquait les yeux de Marie. Donc c'est vraiment le docteur Peacock, en faisant son boulot, en ouvrant les paupières, qui va se rendre compte du vide et qui va prendre un choc monumental. Et quand elle va étudier l'intérieur des cavités, elle va se rendre compte qu'elle a affaire à un expert parce qu'il n'y a aucune trace de blessure sur les paupières. Le travail est très propre. Ça a été découpé chirurgicalement, c'est-à-dire que la personne a pris un scalpel et a enlevé les nerfs optiques et les muscles qui rattachent l'œil et il a enlevé ça avec une délicatesse et une précision sans aucune marque. C'est très précis, très propre, très méthodique et totalement chirurgical. Là, le docteur Peacock, elle est choquée, elle n'avait jamais vu ça. Mieux qu'un travail chirurgical, donc elle dira même que ça n'a pas été appris en école de médecine. Donc là, ils ont affaire à un expert qui sait ce qu'il fait. Et si on y réfléchit un peu plus loin, on a l'impression qu'il joue aussi un peu avec les policiers parce que comme je vous l'ai dit, il a dû prendre énormément de temps pour préparer la position du corps posé comme ils l'ont trouvé, c'est-à-dire que ça prend du temps de positionner un corps comme ça, vous imaginez un peu? C'est-à-dire qu'il a pris la demoiselle, il l'a emmenée là où il la voulait, il l'a mis dans la position la plus glauque qu'il a pu trouver pour bien choquer les gens, il lui avait au préalable enlevé les globes oculaires le plus proprement possible, il a fermé les paupières pour que les policiers n'y voient rien. On dirait qu'il a vraiment réfléchi à son meurtre, qu'il a dû le vivre des dizaines de fois avant de passer à l'acte, qu'il a réfléchi au moindre détail, à la moindre
petite chose qu'il allait faire et qu'il l'a mise en place. C'était méthodique, c'était réfléchi, c'était calculé et vraiment on vous dirait qu'il joue avec les policiers, qui veut leur dire coucou les gars, salut c'est moi, essayez de m'attraper mais bon courage parce que je suis beaucoup plus intelligent que vous. Pour moi c'est ça le message qu'il renvoie. Ou alors deuxième option, c'était son premier meurtre, il l'a fait à l'arrache, Marie il l'a laissée là où elle était, mais franchement avec toutes les preuves qu'on a ça m'étonnerait beaucoup. Malheureusement, il n'y a pas assez de preuves médico-légales, il n'y a pas de témoins, personne n'a rien vu. Donc malheureusement, l'histoire va être classée et on ne saura pas ce qui s'est passé pour la pauvre Marie qui a été retrouvée dans un état lamentable. Et un petit détail qu'on peut noter, on n'a pas retrouvé les yeux de Marie aussi. 2 mois plus tard, le 1er février 1991, sur la même route que là où a été retrouvée Marie, on va retrouver le corps de Suzanne Peterson, qui elle aussi était une travailleuse du sexe de 27 ans. Ce qu'on sait sur Suzanne, c'est qu'elle travaillait aussi à Oak Cliff, comme Marie, et qu'avant d'être travailleuse du sexe, elle avait fait l'US Navy. Donc elle a commencé une formation pour être dans l'armée, et malheureusement ça s'est pas très bien passé, donc elle a arrêté et elle s'est tournée vers la prostitution. Comme je vous l'ai dit, à Dallas c'est très facile à cette époque, donc c'est plutôt facile de changer de vie et de se mettre à avoir de l'argent assez facilement, peu importe la situation, et c'est vers ça que Suzanne va se tourner, étant donné que c'est plus simple à faire. Ce qu'on sait sur Suzanne, c'est que c'était une battante, une bagarreuse. Elle se laissait pas faire. Si elle avait besoin d'insulter ses clients, elle le faisait. Si elle avait besoin d'insulter les policiers, elle le faisait. Je veux dire, elle était connue pour pas se laisser faire, avoir une bonne trempe, et si elle avait besoin, elle se bagarrait et elle se bagarrait comme une lionne. C'était quelqu'un qui était connu pour être féroce. C'était le mot qu'on utilisait pour Suzanne Peterson, féroce. Mais malheureusement, ça ne va pas suffire d'être féroce, bagarreuse et d'être une battante. On va retrouver Suzanne comme Marie, mais cette fois avec 3 balles dans la tête, quasiment au même endroit dans la même rue, elle aussi avec un préservatif encore emballé à côté d'elle. C'est encore une fois ce pauvre docteur Peacock qui va faire l'autopsie et elle va conclure que Suzanne a bien pris 3 balles de Magnum 44 à l'arrière de la tête. Donc est-ce que Suzanne a vu le coup arriver et elle a essayé de se défendre et donc elle a été plus molestée que les autres? C'est possible parce que Suzanne avait le nez cassé aussi. Donc on dirait qu'elle s'est défendue, qu'elle s'est battue et que malheureusement ça n'a pas suffi, elle n'a pas eu le dessus. Le docteur Peacock va donc continuer son autopsie et arrivé au niveau des paupières va se rendre compte que les globes oculaires ne sont plus à sa place. Là, elle va regarder la technique qui est exactement la même, pas de traces, pas de marques, précision chirurgicale. Et là, elle va avoir, comme elle le dira dans un reportage, des sueurs froides parce que c'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'il y avait un futur tueur en série dans leur ville. Il faut 3 meurtres pour que ça devienne un tueur en série. On en est à 2 et elle le sait, il ne s'arrêtera pas. Il y a pris goût, il est trop précis. C'est quelque chose qu'il a imaginé pendant très longtemps. Il va pas s'arrêter et elle, ça l'a fait flipper au plus haut point. C'est elle, à ce moment-là, c'est la première à comprendre ce qui se passe. Bien sûr, des rumeurs vont commencer à parcourir Oak Cliff. Ouh là là, vous entendez, il y a des filles, on a retrouvées mortes dans un sale état. Ça craint peut-être pour nous les filles. Donc les prostituées blanches vont arrêter leur métier, rentrer chez elles, se faire de l'argent autrement. Mais par contre, les prostituées de couleur ne sont pas visées. Pour l'instant, c'est que des blanches qui ont été attaquées. Donc elles vont rester dans les rues, elles vont continuer leur métier et elles vont se sentir en sécurité. Malheureusement pour elle, Charles a bien l'intention de rectifier ça et c'est ce qu'il va faire. À ce moment-là de l'histoire, la police de Dallas va donc demander l'aide du FBI. Créer un profil, ça pourrait être pas mal à ce moment-là, c'est ce qu'ils se disent, donc ils vont demander l'aide du FBI pour essayer d'imaginer un peu quel genre de personne ils sont en train de rechercher et comment on pourrait l'attraper. Dans le profil du FBI, il sera dit que c'est un homme blanc qui a 30 ans. Pour l'âge, ils se sont trompés. Ils ont dit qu'il avait une camionnette blanche. Ils ont dit qu'il était très intelligent, qu'il prenait soin de son corps, qu'il était certainement proche de l'autorité, et c'est une réalité avec l'équipe de softball. En réalité, pour l'instant, tout ce que je viens de vous citer, ça colle parfaitement au profil de Charles, sauf son âge. Ils diront qu'il habite certainement à Oak Cliff, donc là où les filles sont retrouvées, et qu'il n'a pas l'intention de s'arrêter, qu'il va recommencer. Ils diront aussi qu'il est très fier de lui à la façon dont il expose les corps, ça maintenant c'est sûr. Parce que Suzanne a été retrouvée exactement dans la même position que Marie, c'est-à-dire une nouvelle position avilissante, mais toujours dans une position qui montre leur anatomie, leur intimité, et ça c'est vraiment dégradant pour un corps, quoi. Il a même pas la décence de les installer gentiment, je sais pas, les bras croisés, les jambes bien tendues, non, 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 non. Donc voilà, ça prouve qu'il est fier de lui et qu'il a besoin de choquer les gens.
Ils vont rajouter aussi que c'est une évidence, il a de sérieuses connaissances en anatomie, et ils diront que ces connaissances en anatomie, il a pu les acquérir soit en devenant médecin, chirurgien, en étudiant les sciences médico-légales, ou tout simplement en étant chasseur ou en ayant fait de la taxidermie. Alors oui, bien sûr, la police et le FBI va prévenir la population, mais ils vont pas leur dire qu'il y a un futur tueur en série, qu'il y a déjà eu de meurtres, et ils vont surtout pas leur dire qu'il y a eu des globes oculaires arrachés. Ils veulent pas faire paniquer les gens, donc ils vont garder cette information-là, et vont juste dire aux femmes de faire attention dans la rue. On s'en doute, les médias vont s'en mêler et vont s'emparer de l'histoire. Bien sûr, un tueur en série ou un potentiel tueur en série, ça fait toujours vendre du papier, donc ils vont écrire l'histoire et lui donner le nom de Iceball Killer, le tueur au globe oculaire. Les prostituées blanches, elles, ont vraiment peur, donc rentrent chez elles. Les prostituées de couleur, elles restent dans la rue à travailler. Les gens ont peur, font plus attention, mais ça va pas suffire, vous vous en doutez bien. Un troisième meurtre va être découvert. La troisième victime sera retrouvée le 19 mars 1991, toujours dans la zone de Oak Cliff à Dallas, mais cette fois, elle va être retrouvée dans un autre endroit. Elle va être retrouvée à côté d'une école primaire, quasiment assise. Elle s'appelait Shirley Williams et elle avait 45 ans et elle faisait partie des prostituées de couleur qui ont décidé de résister à la peur et de continuer à travailler. Ce soir-là, Charles va accoster Shirley qui était avec une de ses amies qui s'appelle Veronica Rodriguez et leur proposer une partie fine à 3. Bien sûr, les filles vont accepter, ça leur fait toujours plus d'argent et Shirley va emmener Charles et Veronica dans le champ dans lequel elle a l'habitude d'emmener tous ses clients. Ils vont faire leur petite affaire. Et après ça, Veronica va s'éloigner un peu, on ne sait pas exactement pourquoi, mais là où elle était, donc à 5-10 mètres, elle va entendre Shirley et Charles s'engueuler, ça va dégénérer, Charles va sortir une arme et tirer dans la tête de Shirley. La Veronica va prendre ses clics, ses claques et elle va partir en courant parce qu'elle a peur pour sa vie. Et vu qu'il y avait une deuxième fille au moment du meurtre, Charles va pas pouvoir pratiquer son rituel comme à son habitude, extrêmement précis, à tout bien enlever comme il faut, à refermer les paupières. Il n'a pas le temps de faire ça. Il va quand même lui arracher les globes oculaires, mais ça va être beaucoup moins propre et beaucoup moins précis. Et en plus de ça, il va faire une erreur. C'est-à-dire que pendant leur partie fine, Charles a dû enlever sa veste et Shirley a enlevé sa veste également. Ils ont posé leurs deux vestes, l'une à côté de l'autre. Et Charles, avant de repartir, a donc récupéré sa veste, mais il a oublié l'imperméable de Shirley. Il va prendre Shirley, l'emballer, la déplacer, la poser auprès de l'école primaire assise et rentrer chez lui avec sa veste. Ce que Charles ne savait pas, c'est que sur sa veste et sur celle de Shirley, il y a une preuve qui va le faire finir en prison et c'est une preuve qui est plutôt insolite. De son côté, Veronica va être ramassée entre guillemets par Axton Schindler, qui en l'occurrence est le locataire de Charles Albright. Donc Axton va emmener Veronica à la police pour qu'elle puisse porter plainte, parce que quand elle va arriver toute paniquée dans sa voiture et qu'elle va lui expliquer ce qui s'est passé, Axton va l'emmener pour qu'elle puisse expliquer ça aux policiers et qu'ils se bougent et fassent quelque chose. Sur le coup, c'est vrai que les policiers ils croient pas trop à cette histoire, c'est un peu gros, mais ils vont quand même se déplacer pour aller vérifier et malheureusement, ils vont se rendre compte que effectivement, ils vont retrouver l'imperméable jaune de Shirley dans le champ qui était taché de sang. Donc ils vont prendre cette preuve, l'emballer, l'emmener au médecin légiste et quelques heures après, ils vont découvrir le corps de Shirley. Mais c'est pas la seule fois où ils ont eu cette description de cet homme-là. C'est-à-dire que Veronica, quand elle est arrivée, elle a décrit Charles Albright. Et là, Axton Schindler va se rendre compte que ça ressemble étrangement à la description de son propriétaire, Charles Albright, et va le dire aux policiers. Et les policiers vont se souvenir qu'il y a déjà une fille qui s'appelle Brenda Wright qui est venue les voir en leur disant « Je me suis fait agresser par un gars, il m'a battu, il a essayé de me tuer, j'ai des marques sur moi, c'est-à-dire qu'elle avait été coupée. » Et pour le coup, ils ne l'avaient pas cru non plus parce qu'elle aussi c'était une travailleuse du sexe, ils n'avaient aucune preuve, une description ça suffit pas à trouver une personne, donc l'histoire avait été classée. Mais quand Veronica s'est pointée avec sa description, ils se sont rappelés de la description de Brenda et se sont dit si on en profitait pour aller visiter Charles Albright et voir si on pouvait trouver quelque chose, ça fait des mois qu'on cherche un tueur en série, là on a deux filles qui nous décrivent le même gars, une fille qui nous dit qu'il y a eu un coup de feu dans l'arrière de la tête de sa copine, ce qui correspond au mode opératoire de notre tueur. Une autre fille qui nous parle d'un homme violent et qui a des couteaux, ce qui correspond aussi aux traces qui ont été découvertes sur les corps de Marie et de Suzanne, et maintenant de Shirley. Et si on allait faire un petit tour chez Charles, donc c'est ce qui va se passer.
On est donc le 22 mars 1991, soit 4 jours après le meurtre de Shirley, quand les policiers vont aller taper au 1000 avenue de l'Eldorado à Oak Cliff, à Dallas, chez Charles Albright. Pendant la fouille, vous vous en doutez bien, ils vont trouver des couteaux, des fusils, et bizarrement, les lames de couteau correspondent aux blessures que Brenda avait sur elle, la fille qui est venue porter plainte en disant qu'elle s'était fait agresser. Et par contre, ce qui va beaucoup les aider, c'est qu'ils vont trouver autre chose. Ils vont trouver un pick-up volé de 1988, donc ça fait 2 ans qu'ils le cherchent, ce pick-up. Et grâce à ce pick-up, ils vont pouvoir prendre Charles Albright et l'emmener en garde à vue. Donc, essayer de le faire parler. Mais ils vont très vite se rendre compte que Charles n'a pas l'intention de parler. Une confession, c'est impossible. Donc, ils vont concentrer leur attention sur les preuves qu'ils pourraient retrouver chez Charles. Ils vont donc retourner chez Charles, passer la maison au peigne fin, et récupérer un maximum de preuves afin de les analyser. Après analyse, on se rendra compte qu'il y avait 3 cheveux qui étaient tous féminins et qui correspondaient aux cheveux des 3 victimes. Il y avait aussi des cheveux sur les victimes qui ont été analysés et qui correspondent à ceux de Charles, mais malheureusement la technique n'étant pas très avancée en 1990, c'est compliqué de prouver à 100% que c'est bien les cheveux de Charles et des filles. Et puis un autre problème se pose, par exemple sur Suzanne, on a retrouvé un cheveu qui correspondrait quasiment, on en est quasiment sûr à 100% aux cheveux de Charles, mais en même temps, c'est pas une preuve. Suzanne était une prostituée, donc c'est-à-dire qu'elle vendait son corps entre guillemets à des hommes, et donc ces hommes pouvaient déposer plein de preuves sur elle. Charles aurait tout simplement pu dire qu'il avait eu un échange avec Suzanne et que les cheveux avaient été transférés à ce moment-là. Ça ne constitue pas une preuve. Et là, il y a une nouvelle preuve qui va être découverte, et c'est la preuve dont je vous parlais qui est plutôt atypique. Ce qui va faire condamner Charles, c'est un poil de queue d'écureuil. Un poil de queue d'écureuil, ouais. Parce qu'en fait, quand il a eu son interaction avec Veronica et Shirley dans le champ, ils se sont déshabillés, je vous l'ai dit, les vestes ont été posées à côté, et pendant qu'ils faisaient leur petite partie fine à 3, il y a un écureuil qui est passé sur les vestes de Charles et de Shirley et qui a laissé des poils de queue sur chacune des vestes. Donc la veste, quand on l'a récupérée, on a retrouvé le sang de Shirley, qui prouve que c'est bien la veste à Shirley, et on a retrouvé des poils de queue d'écureuil. Quand on a trouvé ces poils, on n'arrivait pas réellement à les identifier. Ils ont mis 1 semaine avant de trouver que c'était des poils de queue d'écureuil, tellement c'est impossible de trouver ça sur une scène de crime. Enfin, du moins, c'est très rare. Hein. Je veux dire, on trouve des poils de chat, de chien, de rongeur, si vous voulez, mais des poils de queue d'écureuil, c'est quand même, comme je vous le dis, rare. Donc du coup, quand on a retrouvé les mêmes poils de queue d'écureuil chez Charles après avoir aspiré toute sa maison, et ben forcément, là, ça a constitué une preuve parce que comment Charles aurait pu avoir des poils de queue d'écureuil sur sa veste, que Shirley ce soit la même chose, c'est une super coïncidence. Et en réalité, même si c'est un peu bizarre et tordu, ça constitue une preuve. Il y a très peu de chances que tous les deux se soient retrouvés avec ces poils sur eux. Donc voilà, ça prouve qu'ils étaient ensemble. Avec cette preuve bizarre, il y a assez de preuves pour pouvoir intenter un procès contre Charles Albright. Donc le 13 décembre 1991, on va le mettre en détention provisoire dans l'attente de son procès. Et là, je peux vous le dire, le procès va aller très vite. Il a été mis en prison le 13 décembre 1991. Il va être reconnu coupable le 18 décembre 1991. Ça rigole pas les gars, on est à Dallas, on est au Texas. En 5 minutes, réellement, ils avaient décidé, le jury avait décidé de condamner Charles Albright avec des poils de queue d'écureuil. Pendant le procès, bien sûr, les avocats de Charles vont essayer de remettre la faute sur Axton, parce que Axton a été impliqué dans l'histoire en ramenant Veronica à la police, mais cette histoire va être vite balayée, étant donné que Brenda et Veronica vont reconnaître Charles et pas du tout Axton. En plus, Axton n'a aucun dossier, il a rien, il a pas de casier, il est pas connu des services de police. C'est un gars normal, un citoyen qui a aidé une demoiselle, donc il va être vite sorti de la liste des suspects. De toute façon, c'est foutu pour lui. On a retrouvé des cheveux de Charles sur les filles, des cheveux des filles dans l'appartement de Charles. On a retrouvé les poils de queue d'écureuil qui correspondent entre la veste de Shirley et la veste de Charles. Il a une camionnette blanche, il s'y connaît très bien en anatomie étant donné qu'il a fait des études de médecine. Bref, tout colle, donc Charles sera reconnu coupable le 18 décembre 1991, comme je vous le dis, en 5 minutes. Le jury est rentré, 5 minutes après ils étaient sortis et Charles partait en prison pour le reste de sa vie. Malheureusement, il n'a pas pu être reconnu coupable pour les 3 meurtres, étant donné qu'il n'y avait pas assez de preuves pour les meurtres de Marie et de Suzanne. Par contre, il va être reconnu pour celui de Shirley et ne ressortira plus jamais de prison. Et ça, c'est quand même l'essentiel. Ça aurait été bien qu'il soit reconnu pour tous les meurtres qu'il a commis, au nom des victimes, au nom de Marie et au nom de Suzanne.
Mais malheureusement, voilà, la loi c'est comme ça, on a pu prouver que celui de Shirley, mais le côté positif c'est qu'il ne verra plus jamais la lumière du jour. On n'aura jamais le fin mot de l'histoire sur le pourquoi du comment il fixait autant sur les yeux des victimes, parce que Charles ne va pas réellement parler de ces détails-là. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en prison, il va se mettre à peindre et qu'il aura encore une fois un problème avec les yeux. Il n'arrive pas à finir les yeux parce qu'il est trop perfectionniste. Donc son idée le suivra même une fois en prison. En prison, Charles sera toujours décrit comme quelqu'un de charmant, d'intelligent, il donnera des interviews, il expliquera jamais vraiment son geste, mais a priori, ce qu'il voulait réellement, c'est nettoyer les rues de Dallas de toutes les prostituées. Et apparemment, il avait un faible pour les prostituées blanches en surpoids, parce qu'apparemment, c'est comme ça que sa maman était, donc il y avait bien un rapport entre, dans sa tête, les meurtres qu'il pratiquait sur des prostituées en les dégradant, en les abîmant, en leur enlevant leurs yeux et en les tuant, et avec sa maman biologique. Alors là maintenant, la question qu'on va se poser, c'est où sont les yeux de Marie, de Suzanne et de Shirley? Parce qu'il a été arrêté 4 jours seulement après son dernier meurtre, donc le meurtre de Shirley, et on n'a pas retrouvé ses yeux. On aurait pu se dire que c'était un collectionneur, qu'il allait les enterrer quelque part dans une boîte, ou alors les garder dans des bocaux avec du formol chez lui, ou on ne sait pas, mais en tout cas qu'il allait les garder, et on n'a jamais retrouvé les yeux des 3 filles. Donc moi, la question que je commence réellement à me poser, et c'est un peu glauque, c'est est-ce qu'il faisait pas tellement une fixette sur les yeux qu'il les aurait pas mangés? Parce qu'on n'a jamais retrouvé ses yeux finalement. Qu'est-ce qu'il en a fait? Vous voulez me dire qu'il a pris autant de temps pour arracher les yeux correctement, sans aucun séquelle pour le globe oculaire, pour ensuite les jeter comme ça négligemment? Je pense pas. Je pense que réellement il avait un problème avec les yeux et qu'il voulait les avoir à l'intérieur de lui ou un truc comme ça, les garder pour toujours ou un délire dans sa tête, je pense. Et je pense sincèrement qu'il a mangé les yeux des filles. Après, ça pourrait être réellement une possibilité. Comme je vous l'ai dit, Charles avait été très frustré d'avoir des boutons à la place des yeux de verre quand il était petit pour sa taxidermie et ses animaux empaillés. Donc, est-ce que la frustration lui a pas fait péter un plomb sur les yeux et qu'il n'avait pas réellement un besoin de collectionner et de les manger, de les avoir pour lui, avec lui, pour toujours dans sa tête? Ça, malheureusement, on ne saura jamais, étant donné que Charles ne livrera jamais son secret et qu'il décédera à l'âge de 87 ans dans la prison de Lubbock, au Texas, le 22 août 2020. Une autre question qu'on peut se poser aussi, c'est combien de meurtres il a pu faire, parce qu'en réalité on en a prouvé un, on sait qu'il en a fait 3, mais est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres? Parce que comme je vous l'ai dit, en 1988, il y a eu un décès, il y a eu un meurtre qui ressemblait étrangement à ceux de Charles Albright, et finalement on peut vraiment se poser la question de est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres victimes qui seraient encore inconnues? Et ça malheureusement aussi on ne le saura jamais vu que Charles n'a jamais divulgué son secret. Après l'arrestation de Charles Albright en 1991, il n'y a plus de meurtre à Oak Cliff, le quartier est redevenu calme, les gens ont pu se sentir en sécurité, mais par contre, effectivement, Charles avait très bien travaillé puisque la prostitution avait réellement baissé. Comme le diront les policiers, avant, il y avait des filles de partout sur les trottoirs, là ça s'est vidé. Ils ont réussi à reprendre le contrôle de Dallas et du quartier de Oak Cliff partiellement grâce à Charles. Moi, je pense que Charles, même en prison, a eu cette information et qu'il a dû être vraiment au plus haut de son bonheur. Parce que c'est exactement ce qu'il voulait. Donc voilà, il a eu. Il a réussi à faire régner la terreur sur tout Dallas et il a nettoyé Dallas et Oak Cliff. En 1995, par contre, il y aura un autre meurtre. Un autre meurtre qui ressemble énormément à ceux de Charles Albright. Ce qu'on ne sait pas, par contre, c'est si c'est un copycat qui s'est amusé à reproduire la méthode de Charles ou si au contraire c'est le vrai meurtrier qui est resté le plus calme possible pendant quelques années, qui a tué une nouvelle victime pour montrer « Ouh les gars, vous m'avez pas attrapé, vous êtes planté de gars » et qui après a tout simplement déménagé, changé d'endroit et fait ses meurtres d'une autre façon, ce qui fait qu'on ne l'aurait jamais retrouvé. Là il y a deux options en réalité, c'est soit c'était un copycat, donc c'était juste quelqu'un qui a imité Charles, soit c'était un vrai tueur, le vrai tueur, et Charles était réellement innocent, comme il l'a dit toute sa vie en prison. Pour ma part, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi, c'était un copycat, celui de 95. Pour la simple et bonne raison qu'il y a trop de choses qui font qu'on sait que c'est Charles. Il y a son délire avec les yeux, je veux dire, on va se rappeler des photos de Andrew, on va se rappeler de la taxidermie, on va se rappeler de la peinture, de tout ce qu'il a fait qui tournait autour des yeux. Le gars était chirurgien, camionnette blanche, enfin bref, on va pas se mentir, il y a tout qui pointe vers Charles. Ce serait vraiment une très très grosse coïncidence que Charles ait été mis sur la route des enquêteurs et que ce ne soit pas lui, mais
qu'il y a un autre tueur qui court. Moi, je pense que c'est Charles et qu'il y a eu un copycat. Mais par contre, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur cette histoire de 1995. Est-ce que pour vous, on a arrêté le bon tueur en série ou est-ce qu'on s'est planté et que le vrai tueur en série court toujours et a pu vivre sa vie tranquille jusqu'à la fin de sa vie sans aller en prison? On sait que le métier de prostituée est un métier dangereux. Souvent, ces femmes n'ont pas le choix. Elles ont besoin de nourrir leur famille, elles ont souvent des problèmes de santé mentale, elles ont besoin d'argent, elles n'ont pas d'autres moyens ou elles ne voient pas la force d'avoir un autre moyen pour gagner de l'argent autrement. C'est un métier qui est extrêmement difficile, qui se fait dans la violence, parfois dans la haine de soi-même aussi, dans un endroit qui est souvent dangereux, qui peut être insalubre, on court après les maladies, etc. etc. Et c'est souvent malheureusement ces femmes-là qui sont victimes de violences, qui sont victimes de meurtres, de tueurs en série parce que ce sont des cibles faciles. Et là ça a été le cas pour Marie, Suzanne et Shirley malheureusement. Elles ont été trouvées par un fou, un psychopathe qui leur a fait des monstruosités, qui les a étalées dans la pire des positions possibles aux yeux du monde et qui n'a absolument pas respecté ni leur vie ni leur mort. Et c'est malheureusement comme ça que se finit la triste histoire de Marie, Suzanne et Shirley. Alors le mot de la fin il va être simple, hein. Travailler sur Charles Albright ça a été très compliqué, c'est un misogyne au plus haut point, il a une haine des femmes qui est profonde et quand on lit tout ce qui a été écrit sur Charles, quand on regarde toutes les vidéos qui ont été faites sur Charles, on ressent la haine qu'il avait des femmes et franchement ça m'a mis extrêmement mal à l'aise. Il a réussi quand même à faire flipper un médecin légiste tellement il était méthodique, tellement il était précis et vicieux parce que comme je vous l'ai dit, il a fait en sorte qu'on ne voit pas qu'il manquait les globes oculaires dans les cavités de Marie, ce qui fait que vraiment on s'y attendait pas, c'est hyper glauque, c'est hyper réfléchi, c'est prévu, ça veut dire qu'il a passé des années peut-être à réfléchir à son meurtre, peut-être qu'il s'est entraîné sur d'autres personnes, qu'il s'est entraîné sur des animaux, peut-être qu'il y a beaucoup de victimes qu'on ne connaît pas dans les alentours de Dallas, réellement c'est une possibilité. Et moi, ça m'a mise super mal à l'aise. Franchement, ces pauvres femmes, j'imagine même pas, elles étaient dans un climat de violence extrême, elles n'avaient pas le choix. Et elles ont dû aller travailler quand même, parce qu'il faut bien gagner sa croûte, hein, peu importe au stade où on en est dans notre vie. Elles ont choisi de gagner leur argent comme ça, et ça a tourné à la catastrophe pour les pauvres filles, et ça m'a fait vraiment mal au cœur. Ce qui me fait aussi flipper, c'est que ce gars-là, il a quand même traîné dans Dallas pendant des années parce que ce sera expliqué. Il était connu des filles du quartier, il était souvent là à traîner, à les regarder, à leur parler. Mais il était marié, il avait un enfant, il était bien vu de tous ses voisins, il traînait avec des flics, des médecins légistes. Il était bien sous tout rapport. On lui donnait le bon Dieu sans confession. Et quand on voit ce genre de cas-là, on se dit qu'en fait, notre voisin peut être un serial killer, un fou psychopathe misogyne et qui arrache des globes oculaires, on saurait même pas en fait. Et moi c'est ça qui m'a terrifiée dans l'histoire de Charles Albright, c'est que même après son arrestation, on dira encore de lui qu'il est charmant, qu'il est réellement attirant. Il y a une femme qui a fait une interview de Charles qui va le décrire comme un bel Apollon, à la peau parfaite, aux cheveux dorés. Enfin, vous voyez le truc ou pas? Elle était presque attirée par Charles. Et ça, c'est vraiment le clivage entre son côté homme sérieux, homme droit, homme parfait, et le côté monstre qu'il a, moi ça me terrifie, parce que réellement, réfléchissez-y, on peut en connaître sans le savoir, et c'est le pire, c'est le pire dans tous ces meurtres-là, dans toutes ces histoires-là. Moi, c'est ça qui me terrifie, c'est que non seulement les lois sont pas appliquées, il faudrait modifier tout ça pour qu'on se sente en sécurité, et que ces gens-là ne puissent pas récidiver et en arriver à commettre des meurtres et à devenir des tueurs en série. Mais en plus de ça, ça veut dire qu'on pourrait en côtoyer sans le savoir. Et personnellement, je crois que c'est ça qui me rend le plus folle dans l'histoire. Voilà, j'espère que l'histoire vous aura intéressé. Elle était un peu glauque parce que ce qu'il a fait, c'est vraiment gore. Mais j'ai vraiment creusé au maximum pour vous trouver un maximum d'infos qui essayaient d'expliquer ce qui s'était passé dans son cerveau détraqué pour en arriver à ce point-là. Et je pense qu'avec la taxidermie, son enfance, etc., on en apprend un peu plus sur Charles. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de vous retrouver. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires, d'avoir votre opinion sur ce gars-là, de savoir si vous connaissiez cette histoire, d'avoir votre opinion sur tout ce qui est son rapport avec les yeux, avec les femmes. Voilà, si vous pensez que c'était bel et bien lui le tueur en série ou si le copycat était en réalité le tueur en série. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Et en attendant, prenez bien soin de vous.